Il est 10h sur BFM TV. J'accueille Sandrine Josso. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée de Loire-Atlantique. Il y a une semaine, votre vie a basculé. Vous prenez un verre avec le sénateur Joël Guerriau et vous êtes droguée, à l'extasie. Vous trouvez, on va y revenir longuement bien sûr, la force de quitter le lieu où vous vous êtes retrouvée et vous évitez peut-être, probablement, sans doute, quelque chose de bien plus grave encore, peut-être une agression. L'affaire fait grand bruit. Merci beaucoup d'avoir accepté. Je le sais, j'imagine que pour vous c'est difficile de revenir sur Oui. tout cela. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. J'ai une toute première question, toute simple. Comment allez-vous? Comment vous sentez-vous? C'était il y a une semaine, tout juste, mardi 14 novembre. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je me sens toujours sous un état de choc. Euh, je me dis que petit à petit, je vais aller mieux. Et je prends conscience aussi de ce qui m'est arrivé. Euh, je me rends compte que j'ai eu aussi, dans cette affaire, dans ce malheur-là, beaucoup d'aide. Beaucoup de soutien. J'ai été tout de suite d'abord sauvée par le chauffeur de taxi. Et d'ailleurs, je le remercie parce qu'il m'a sauvé la vie. Je pense à toutes ces victimes qui arrivent dans des endroits où il n'y a pas de taxi. On ne peut pas repartir en voiture, on ne peut pas conduire quand on est dans un état comme ça. Alors, on va y revenir, évidemment, dans quelques instants, mais je vais vous demander comment vous alliez, parce que, quand même, ce que vous avez subi, je rappelle qu'il y a eu une hospitalisation, a été quand même assez rude. Je me demandais d'ailleurs si vous aviez encore, à l'instant où on se parle, des troubles physiques, psychologiques, évidemment, on le comprend, évidemment, mais physiquement, il vous a fallu combien de jours pour reprendre, j'allais dire, un état normal ? Alors aujourd'hui, je suis sur le qui-vive. Je suis tout le temps sur le qui-vive. Le bruit. Dès que je me retrouve seule dans un endroit que je connais pas, je me mets à paniquer. Donc c'est très désagréable, ça m'agace au plus haut point. Mais là, je suis dans cet état-là, mais je me dis que certaines personnes, les victimes qui, vivent un viol derrière, mais comment ils font pour s'en remettre? Comment? Vous aviez entendu parler de ce qu'on appelle la soumission chimique, parce que c'est le terme qui est utilisé pour évoquer ce que vous avez subi. C'est quelque chose qui était venu jusqu'à vous avant la semaine dernière? Oui, comme tout le monde, j'en ai entendu parler, surtout pour des contextes plus festifs, en fait, dans des bars, dans des soirées, mais pas dans des contextes privés. Et aujourd'hui, j'ai des témoignages. Encore hier soir, j'ai une personne que je connais qui m'a dit qu'elle a vécu la même chose dans un contexte similaire, plus dans un contexte privé, bien évidemment, que dans un endroit habituel, qu'on croit habituel. Alors, il y a une enquête, évidemment, une mise en examen du sénateur Joël Guerriau. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu aussi une confrontation avec vous vendredi dernier. Oui, oui. Comment ça s'est déroulé? Parce que j'imagine que c'était pénible pour vous, d'ailleurs, de vous retrouver face à lui. Très difficile, très difficile. Ça a duré combien de temps? 2 heures. 2 heures. Comment est-ce que vous avez vécu cela? Je pouvais pas le regarder, j'étais derrière lui, c'était épouvantable pour moi d'être derrière lui, de sentir sa présence. J'ai pleuré, en fait, tout simplement. C'était... Est-ce qu'il a exprimé des regrets? Des regrets? Non. Des excuses? Qu'il était désolé. Des explications? Oui. Qui vous ont paru confuses? Voilà, je savais pas vraiment de quoi il parlait, en fait. Pour moi, ça me paraissait assez lunaire. Son chat, on n'a jamais parlé de ça, en fait, ensemble. Oui, parce que dans les explications qu'il a pu donner aux enquêteurs, c'est qu'il aurait été, en effet, attristé par la mort de son chat, une chose dont il ne vous a jamais parlé. Alors, si vous le voulez bien,
et je sais à quel point ça peut être difficile, et je vous remercie encore une fois d'accepter de le faire. On va revenir sur ce qui s'est passé, et pour bien comprendre d'ailleurs vos relations avec ce sénateur. Enfin, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, en fait, qui est du même département que Oui, c'est un vous, sénateur de Loire-Atlantique que je connais depuis 10 ans, oui. avec qui vous avez des relations amicales, cordiales. Amical, politique. Mhm. Euh, Jamais eu d'ambiguïté Non. avec cette personne. Ouais. Donc le mardi 14 novembre, vous prévoyez de vous voir pour fêter sa réélection. C'est ça Absolument. j'allais dire le prétexte, entre guillemets. Et ce qui se passe, c'est qu'au lieu de dîner au restaurant, ce qui était prévu dans un premier temps, il vous propose finalement d'aller chez lui. Vous ne vous doutez de rien à ce moment-là. Absolument pas, dans le sens où moi je l'ai juste appelé le jour même pour lui confirmer ma présence sans lui demander plus de détails. Il m'a tout simplement dit que c'était plus chez lui parce qu'il y aurait moins de monde, Hmm. moins de bruit et qu'il allait cuisiner des faritas. Ça s'était déjà produit d'ailleurs, vous alliez chez lui, ça s'était déjà produit. Je suis passée une fois chez lui parce qu'on allait à un événement et il devait prendre quelque chose dans son appartement. Mais Hmm. voilà, c'est... Donc vous arrivez en toute confiance. À quel moment vous avez une sorte de pressentiment? Et est-ce que ce pressentiment arrive à un moment particulier? En fait, ce qui me paraissait bizarre, c'était son envie de trinquer plusieurs fois pour que je boive une gorgée, puis une autre gorgée. Ça me paraissait bizarre. Il me disait, mais tu bois rien. Et Vous trinquez au champagne. oui, Mais c'est un champagne, une coupe de champagne qu'il prépare dans la cuisine? C'est oui, cela? oui, oui, oui. Donc moi, j'étais dans son salon. Il a ou- préparé les coupes de champagne dans la cuisine. Moi, je voyais pas, étant donné que j'étais pas dans cette pièce-là. Et il les a apportés sur la table. Mhm. Quand vous buvez ce champagne, il y a quelque chose qui vous Oui, apparaît un peu étrange, c'est ça? oui, oui. Le champagne n'avait pas le même goût que d'habitude. Beaucoup plus C'est-à-dire? sucré. Ouais. Hmm. Ouais. Et puis il y a un autre élément qui attire, entre guillemets, votre attention, ou en tout cas qui éveille votre attention, c'est la lumière. Vous dites qu'il joue avec l'intensité de la lumière dans cet appartement. Oui, Et vous ne comprenez pas pourquoi. oui. Donc, il se levait, il allait tourner son variateur, il mettait la lumière très fort, très forte. Ensuite, il abaissait tout à coup. Et j'étais préoccupée de voir ça. Je ne comprenais pas pourquoi il faisait ça. Et ce sont les médecins après qui m'ont expliqué que pour activer les effets de la drogue, comme par exemple en boîte de nuit, avec les thromboscopes, on active en fait l'efficacité de la drogue de cette manière. Pendant tout ce temps, qui dure, j'imagine, plusieurs minutes, hein, entre le moment où vous commencez à boire du champagne et ça, vous avez une conversation normale. Vous parlez de quoi, d'ailleurs? Alors, il m'a parlé d'un sujet, je l'ai dit dans mon dépôt de plainte. Il me disait, est-ce qu'on fait les choses voilà, en conscience ou par plaisir? Je trouvais ça, mais pourquoi il me parle de ça? Oui, il y avait vraiment plein de comportements qui me semblaient mais complètement décalés par rapport à la situation. Et surtout, moi, ce qui m'interpellait, c'était son insistance à me faire boire, son insistance, en fait, à varier la lumière et ces mots qui me disaient en disant reste, reste, on va faire la fête. Il avait tout préparé, Magnifique. vraisemblablement. Vous remarquez quelque chose qui va avoir une importance énorme dans la suite des événements. C'est-à-dire que vous remarquez, lorsqu'il est dans la cuisine, j'imagine, à l'endroit où il prépare le champagne, qu'il manipule un petit sachet. Oui. Et qu'est-ce qu'il fait avec ce sachet? Quand j'étais dans le salon, en fait, je l'ai regardé dans la cuisine et là, je le vois tenir dans ses mains un sachet
tout petit sachet blanc qu'il met dans le tiroir sous le plan de travail. Et là, après avoir déjà eu tous ces symptômes, j'ai compris. J'ai réalisé que, en fait, il tenait dans sa main un sachet de drogue. Et là, j'avais déjà des nausées, mon cœur qui s'emballait. Donc et là, je me suis dit, mais Sandrine, sors, sauve-toi. Il t'a drogué. Voilà, c'est en voyant cette image que tout ce qui vous paraissait étrange depuis plusieurs minutes, d'un seul coup, vous prenez conscience qu'il y a un sens finalement à tout ça, que ce n'est pas le hasard. Et quand je dis que ça va avoir une importance énorme, c'est que quelques heures plus tard, lorsque vous allez porter plainte, vous allez dire aux policiers qu'il y a quelque chose sous ce plan de travail, qu'il y a cette drogue, Oui. Et les policiers vont faire quoi? Oui, j'ai décrit en fait aux policiers l'endroit précis où je l'ai vu ranger ce sachet de drogue. Et lorsqu'ils ont fait la perquisition, c'est effectivement là qu'ils ont retrouvé le sachet. Alors on revient donc dans ce salon, vous êtes là, vous comprenez que vous êtes en danger. Oui. Mais il faut trouver la façon de partir. Un, la force de partir, et deux, la façon de partir. C'est ce que vous vous dites, non? Parce que comment vous êtes physiquement, vous êtes comment à ce moment-là? Je tremble, je suis en sueur. Je comprends en fait, le guet-apens dans lequel je suis tombée, et je me dis, il faut surtout pas que je lui montre un signe de faiblesse. Donc, je prends les dernières forces que j'ai, vraiment un instinct de survie, et je quitte l'appartement. En disant quoi, d'ailleurs? En prétextant quoi? Et je retournais travailler. Et il me suit, en fait. Et ça a été des minutes épouvantables. Il me suit sur le palier, dans l'ascenseur. Il me suit après dans la cour d'immeuble. Il me suit dans la rue jusqu'à ce que je m'assieds dans mon taxi. Il vous dit quoi dans ces moments-là? Je sais pas. Je sais pas ce qu'il me dit. Là, j'étais dans un état complètement second. J'avance. Je veux me sauver. C'est un instinct de survie, là. Oui. Parce que cette force, vous ne l'aviez plus en vous. Non. Vous pensiez à quoi précisément dans ces moments-là? Vous avez pensé, je ne sais pas, moi, à quelqu'un, à quelque chose? Vous avez eu une pensée particulière? Mes enfants, je me concentrais sur mon objectif: sortir, échapper. Alors vous arrivez à ce taxi. Et là, vous montez dans le taxi et vous vous dites quoi? Ça y est, je suis sauvé, enfin, j'ai réussi? Je m'assieds dans le taxi, je tremble, et pendant quelques minutes, je dis rien, j'appelle un collègue, et j'envoie un SMS aussi à un autre collègue. Je lui écris: quelqu'un a mis de la drogue, quelque chose dans mon verre, je tremble, viens me chercher, j'arrive à l'Assemblée nationale, viens me chercher. Et juste au moment où j'arrive à l'Assemblée nationale, je dis au chauffeur de taxi: je vais pas pouvoir sortir tout de suite. Est-ce que vous voulez bien attendre que mon collègue vienne me chercher? Et le chauffeur de taxi me dit: mais qu'est-ce qui vous arrive? Et je lui explique que quelqu'un a mis quelque chose dans le verre. Il me dit: mais c'est qui? C'est la personne qui vous suivait? Oui, je lui dis oui. Et là, le chauffeur de taxi a été formidable. D'ailleurs, je le remercie, parce qu'il m'a dit: mais ça arrive régulièrement, madame. Je me suis dit: mais c'est pas possible. En fait, c'est ça. Je me suis dit: c'est pas possible que ça arrive régulièrement, qu'on laisse les choses faire comme ça. Et donc là, j'ai eu la chance d'avoir mes collègues qui m'ont écouté déjà. C'est une première chose, qui m'ont écouté, qui ont appelé directement
le SAMU est venu me chercher à l'Assemblée nationale. Et là, dans cet hôpital, ils ont fait vraiment tout le nécessaire. Et quand j'ai eu les résultats vers 6h30 du matin, 7h du matin, j'étais encore complètement en détresse. Et là, j'ai envoyé un SMS à la présidente de l'Assemblée nationale en lui disant « Yaël, c'est urgent, c'est important, rappelle-moi ». Donc, elle m'a rappelé, j'étais dans le hall de l'hôpital de la Riboisière. Je lui ai expliqué ce qui m'est arrivé. Et mon Dieu, elle a été exemplaire. Elle m'a dit « Sandrine, je t'envoie le numéro de téléphone ainsi que la personne qui va pouvoir te recevoir au commissariat du 7e ». Et vraiment, je la remercie. Elle a été d'un grand soutien. Et c'est aussi parce qu'elle m'a accompagnée et elle m'a encouragée à porter plainte. Et ça, c'est quand même déterminant pour toutes les victimes de ce genre d'empoisonnement. Pourquoi ça vous touche autant? Est-ce que vous avez eu peur à un moment donné qu'on ne vous croie pas? Non, Non. mon corps parlait. Mon corps parlait. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose d'étonnant. Donc, faire confiance à son corps, dès qu'on sent le moindre goût différent d'une boisson, arrêter de boire tout de suite, en parler tout de suite à quelqu'un, partir tout de suite et aller donc se faire une prise de sang. Ça, je pense que c'est la première chose. Et si on peut uriner dans un flacon, immédiatement. Et porter plainte, le dire tout de suite. Ouais. Alors, le terme qui a été retenu pour votre plainte, administration d'une substance nuisible à son insu dans le but de commettre un viol ou une agression sexuelle. Bon, c'est un terme un peu, j'allais dire, un peu technique, qui illustre peut-être d'ailleurs aussi le fait que finalement ce fléau est encore méconnu et que la justice doit peut-être encore s'améliorer dans la prise en charge de ces victimes. Alors oui, méconnu, finalement, beaucoup de personnes en parlent. Vous voyez, le chauffeur de taxi. Maintenant que je m'intéresse à ce sujet, j'ai des témoignages d'hommes, de femmes, qui m'expliquent ce qu'ils ont vécu, l'état dans lequel ils se sont retrouvés. Ils avaient plus de sous-vêtements, ils se rappelaient plus de rien. Donc je pense à toutes ces personnes et tous ces témoignages de victimes. Vraiment, je peux leur dire, je vais continuer à en parler. Et surtout, quand vous avez autour de vous une personne qui vous fait part de ce genre d'expérience, aidez-la, soutenez-la, accompagnez-la pour qu'elle aille porter plainte. J'imagine que ça fait une semaine que vous refaites le film, que vous revivez tout cela. Quel était le but de cette personne, selon vous? En tout cas, c'était pas volontairement de me faire du bien. Enfin, je comprends pas, moi. Si vous voulez, c'est un ami de 10 ans qui en arrive dans une situation à me proposer un alcool avec quelque chose à l'intérieur et me laisser boire ça. C'est juste pas possible. Au-delà de l'aspect, au-delà de la malveillance et de l'aspect presque judiciaire, au-delà de ça, à titre personnel, vous avez vécu ça aussi un peu comme une trahison de la part de cette personne? Oui, vous avez raison. Mais aujourd'hui, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je vais pas être centrée sur moi, ça ne m'intéresse pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est tous ces témoignages, toutes ces personnes qui ont vécu de près ou de loin, tout ça, toutes ces victimes qui aujourd'hui ont encore des conséquences de tout ça, c'est comment on fait pour les accompagner au mieux, pour qu'ils puissent retrouver une vie beaucoup plus sereine et puis qu'ils puissent continuer à vivre surtout. Mais justement, est-ce qu'aujourd'hui vous avez un doute sur le fait que cette personne
ait pu faire cela à d'autres femmes? Est-ce que vous vous posez la question? Est-ce que c'est quelque chose qui existe dans votre esprit? Mais toutes les personnes qui font ça, je dirais, c'est inadmissible. Comment quelqu'un peut faire ça à un autre que lui? Mais est-ce qu'il y a d'autres victimes? C'était ça la question. Ben, s'il y en a, ben, qu'elles parlent, ces victimes-là. Parlez, parlez. Même si il y a longtemps, mais dites les choses, restez pas avec ça à l'intérieur de vous, parce que moi, ce que je ressens aujourd'hui, mais c'est épouvantable, mais vous imaginez toutes ces personnes qui ont gardé ça en elles, en secret, mais c'est juste pas possible. Ça, il faut vraiment qu'elles parlent, et je les encourage à parler, et je les félicite aussi. Je les félicite de le dire. Pour moi, c'est même pas du courage, c'est tout simplement une évidence. Parler. Et voilà, et n'ayez pas peur de parler. Vous allez vous engager, donc, oui. pour ce combat. Oui. Alors, à titre de parlementaire, à titre de femme, comment imaginez-vous, d'ailleurs, la manifestation de cette lutte? Qu'est-ce que vous allez faire? Parler de ce sujet et le rendre beaucoup plus visible, dire que ça peut arriver à n'importe qui. Donc ça, c'est vrai, c'est une première chose. Sensibiliser, savoir que ça peut arriver dans un lieu privé, dans un lieu public. Quelles sont les manifestations? Soyez à l'écoute de tout ça, faire de la prévention, ça c'est très important. Et puis dans un deuxième temps, accompagner les victimes de tous ces empoisonnements, parce que je vous assure que le trauma, c'est quelque chose d'horrible. Comment on peut se reconstruire, d'ailleurs? Je ne sais pas comment elles font. Je les admire aujourd'hui parce que moi, j'ai réussi à m'en sortir. Mais pensons à toutes celles et à tous ceux qui ont vécu, après ça, un viol. C'est ça qui me préoccupe aujourd'hui, et leur dire que il faut vraiment faire tout notre possible pour accompagner ces personnes victimes de l'horreur. Il y a une chose qui frappe aussi dans votre histoire et dans votre drame, c'est le milieu dans lequel tout cela se déroule. Trop souvent, on pense que la drogue, quelle que soit son utilisation malveillante, est réservée à certains milieux sociaux. Mais non. Là, c'est pas le cas. Et ça montre bien que la drogue touche toutes les couches de la société. Vous avez raison. Et lorsque on n'imagine pas, pardon de vous couper, mais en gros, on n'imagine pas un sénateur acheter de la drogue, en consommer, ça restera à prouver, et tenter surtout et droguer une de ses consoeurs parlementaires. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qu'on a qui n'est pas dans un schéma habituel. Et pourtant. Ben oui. En fait, c'est tout simplement de se dire que la drogue est partout. Il n'y a pas un profil type de personne qui peut détenir ou qui peut vouloir droguer quelqu'un à son insu. Finalement, c'est partout. Parlons-en. Définissons quels sont les signaux pour alerter, pour que chaque personne, chaque citoyen français soit en capacité de détecter les signaux faibles et qu'il ait, comme moi, l'alerte de se dire « là, il y a un problème » et là, aujourd'hui, on doit tous être ensemble pour combattre ce fléau qui touche, malheureusement, beaucoup plus de personnes qu'on pourrait imaginer. Alors, je vous ai déjà un peu posé la question tout à l'heure, mais j'aimerais savoir si vous pensez qu'il faut légiférer différemment. Moi, je suis un peu surpris par encore une fois, le terme de la plainte, administration d'une substance. Est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être quelque chose de plus direct pour parler de soumission chimique, quelque chose qui serait aussi peut-être plus punitif? Est-ce que vous pensez à cela? Peut-être aussi que les auteurs de ces actes se sentent impunis. Peut-être qu'il y a un problème
de sévérité. Oui, en fait, il faut que la peur change de camp. Oui, vous avez raison. Que toutes ces personnes qui font ces actes malveillants aient peur de le faire et mesurent la gravité de faire cela. Et ça, c'est une première chose. Après, sur le plan technique, par la loi, mais pas que. Pas que. Il faut aussi sensibiliser à ce sujet-là, être capable d'aider une personne qui a subi ce que vous appelez la soumission chimique, c'est tout simplement être drogué, il faut parler beaucoup plus simplement, parce que ça arrive à n'importe quel âge, dans n'importe quelle situation finalement, aussi bien dans des lieux publics que dans des lieux privés. Et les témoignages de personnes que je reçois aujourd'hui décrivent bien tout ça. Le chauffeur de taxi me l'a dit. Les médecins à l'hôpital de la Riboisière les médecins vous ont dit, ça arrive très souvent. Plusieurs fois par jour. Vous avez entendu la défense de Joël Guerriau, plutôt son avocat, qui s'exprime et qui dit non, mais c'est une erreur de manipulation. Et il n'y avait aucune intention malveillante. Oh, franchement, aujourd'hui, je m'occupe de quoi? De me remettre bien, de me remettre de tout ça. Je ne m'occupe pas de tout ce qu'il peut y avoir autour de ça. Je m'occupe de me remettre pour continuer à combattre ce fléau-là. Aujourd'hui, il n'y a que ça qui m'intéresse. Et de toute façon, c'est inadmissible. Vivre ça, c'est inadmissible. Je l'ai vécu, d'accord, mais moi, je ne suis pas venue pour parler de moi. Je pense à toutes ces victimes qui ont dans leur mémoire, dans leur corps, les conséquences de ces actes malveillants. Il y a beaucoup de colère chez vous. Oui. Mais cette colère, elle peut aussi être un moteur pour la reconstruction et pour l'après. Oui. C'est ce que vous espérez peut-être? Transformer ça en action pour qu'il y ait le moins possible de personnes qui se fassent berner par des personnes malveillantes et qu'on soit tous ensemble, qu'on soit solidaires pour lutter contre ce fléau qui a des conséquences dramatiques pour les victimes. Je voudrais préciser, pour conclure notre entretien, que une association lutte contre la soumission chimique depuis quelques mois. Ça s'appelle M'endors pas. Et c'est Caroline Darian qui est à l'origine de cette association, qui elle-même, dans sa famille, a été touchée directement par ce fléau qu'est la soumission chimique. M'endors pas. Et stop à la soumission chimique. Et voilà, je tiens à saluer, à l'occasion de votre présence, le travail qu'elle fait de son côté. Et comme vous souhaitez, je crois, poursuivre vous aussi cette lutte, je voulais aussi vous le signaler, parce que voilà, la mission qu'elle s'est confiée est difficile, mais salutaire. Permettez de le signaler aussi. Oui, c'est remarquable. Soutenir toutes les victimes, toutes les associations, effectivement, qui se sont déjà emparées du sujet depuis longtemps. Et je continuerai ce combat pour les victimes et pour qu'elles puissent se réparer et pour éviter que ces situations arrivent dans notre pays tous les jours. Aujourd'hui, c'est plus acceptable de tolérer ça. Merci beaucoup, Sandrine Josso. Merci d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions.